va traiter maintenant d'un sujet donc un peu plus léger, mais qui est qu'on aborde rarement, voire jamais dans les préparations au mariage. C'est pour ça que je l'aborde là, parce qu'il est peu probable que autant la question jusqu'à présent du sacrement de la sexualité, vous avez peut-être pu l'entendre d'une autre manière dans les préparations que vous avez pu avoir. Autant c'était ce thème de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est quelque chose dont on ne parle pas. En tout cas, je n'ai jamais. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est pas les piliers du mariage en général, etc., mais c'est le quotidien du mariage. Et du coup, de vous donner des pistes de réflexion sur ces questions-là, ça sent alors un peu une introduction à cet équilibre entre vie pro et vie perso. Quelques chiffres que j'ai vus comme ça. En 2015, une étude montre que 81% des cadres règlent des questions personnelles au bureau. Ce sont des digital natives, les cadres freelancers ou télétravailleurs. Alors ça c'était avant le Covid, je vais donner cette conférence. Mais depuis, c'est vrai qu'avec le Covid, je crois qu'il y a des choses qui vont clairement changer, en tout cas pour ceux d'entre vous qui peuvent être en télétravail, d'autres ne peuvent pas, mais ceux qui peuvent l'être, ça va durablement changer. Et je marquais déjà, ça fait 1 an ou 2, j'ai donné cet enseignement, mais que la difficulté de l'équilibre entre vie perso et vie pro, c'est que les frontières sont de plus en plus poreuses. Et ces frontières poreuses font qu'il y a, donc, comme je dis, des cadres qui règlent des questions personnelles au bureau, hein, qui préparent, pourquoi bon, ben, l'inscription à la retraite, vous l'avez peut-être faite depuis votre bureau, par exemple. Ou alors, pendant votre temps de télétravail, si vous êtes encore en télétravail, certains. Et une autre étude montre que 69% des cadres travaillent chez eux le soir aussi. Hein, 45% le week-end, 27% durant les vacances. 3 salariés sur 4 consultent leurs mails, répondent à leurs appels en dehors du travail. Appels professionnels, s'entend. Hein. Et pour 22%, ne pas répondre aux mails veut dire peur d'être jugé négativement. Et répondre, pour 18%, c'est se rassurer qu'on va être bien vu par son patron, par son boss ou sa boss. Voilà. Du coup, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a ces questions de porosité entre la vie au travail et la vie en famille, à la maison, impact. Déjà, ne serait-ce que très concrètement, l'exemple de ce week-end, pour certains d'entre vous, ça a été compliqué d'arriver le dimanche soir, le vendredi soir, quoi. On sentait qu'il y avait, ou alors c'était très tardif, ou alors, voilà, on dit, mais oui, je suis sorti du boulot, etc., etc. Et ce n'est qu'un week-end de retraite, etc. Donc, déjà, on voit là que c'est un lieu potentiellement de tension dans le couple. Hein, l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est un lieu de tension. Il y a plusieurs raisons pour expliquer un potentiel déséquilibre et une sorte d'infiltration de la dimension professionnelle à l'intérieur de la dimension personnelle et inversement. Premièrement, les raisons technologiques. Le fait, alors je ne sais pas vous comment vous faites, mais le fait d'avoir son ordi pro, son téléphone pro chez soi, est un moyen pour l'employeur de vous joindre le salarié H24. L'hyperconnexion fait que c'est une difficulté pour trouver un temps à deux. Et ça, je pense que ma question, c'est quand vous êtes ensemble, quelle est la place du téléphone portable? Quand vous êtes dans un temps ensemble, alors pour ceux qui sont en vie commune, ils peuvent se poser la question, mais du coup pendant les repas, etc. Ou alors si ceux qui ne le sont pas et qui se retrouvent pour l'occasion d'un repas, etc. Quelle est la place du téléphone portable? Est-ce que j'ai envie de plaire il y a une forme d'anxiété. Parce que le problème, c'est un truc anxiogène, ça. Le fait d'avoir son téléphone pro et son portable pro à la maison, c'est anxiogène parce que si je réponds pas et qu'un autre répond et qu'on me fait comprendre que moi je suis pas joignable, etc., etc., euh,
ça peut très vite empiéter sur la vie de couple. Du coup, quelles frontières vous décidez de mettre comme couple sur ces questions professionnelles? Quelles frontières vous pouvez mettre, mais sachant aussi que dire non, c'est dire je. Euh, et du coup, quelles frontières est-ce que, par exemple, le travail déborde trop et vous empêche de progresser comme couple? Parce que vous vous retrouvez dans un état de fatigue déjà, et puis dans un état de manque de disponibilité l'un à l'autre, qui fait que vous n'avez pas du temps à passer pour échanger, pour voilà, heureusement qu'il y a la retraite qui vous permet d'échanger, mais est-ce que dans le quotidien, c'est quelque chose que vous vivez, ou est-ce que c'est compliqué pour vous, à cause des raisons professionnelles, de vous retrouver? Vous voyez, je pense que ça c'est quelque chose qui est important de pouvoir y réfléchir. Donc, cette hyperconnexion, donc il y a des raisons technologiques, hyperconnexion, hyperconnectivité. Hein, donc, même si depuis 2017, vous voyez, le droit à la déconnexion dans les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, ça c'est quelque chose qui est... Il y a des raisons psychologiques qui fait qu'on n'arrive pas à mettre une distance, une barrière, la peur d'être jugé, la peur d'être mal vu, pas assez de confiance en soi, une certaine forme de perfectionnisme qui fait que je n'arrive pas à mettre de limites. Et moi, la difficulté, ou le désir aussi d'être valorisé, la difficulté que je vois dans cette porosité entre vie perso et vie pro, c'est l'accueil de la limite. L'accueil de la limite est votre rapport au temps. Quel est, et à deux, déjà, à niveau perso, ça se pose, mais quel est l'accueil de la limite et votre rapport au temps? Est-ce que vous savez mettre justement un terme? Est-ce que vous savez vous positionner? Oui, mais mon père, mon travail ceci, mon travail cela, etc. Oui, mais celui qui se positionne les autres. Est-ce que votre travail est incompatible? Il ne faut pas non plus, ou là où vous êtes, est-ce que c'est incompatible avec une vie de famille? Est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce que, par exemple, vous qui êtes dans une vie professionnelle, tous, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient aux études ou en fin d'études, etc., mais est-ce que la question professionnelle fait partie du dialogue que vous avez entre vous deux? C'est-à-dire, si vous devez changer d'orientation, changer de lieu, est-ce que vous informez l'autre ou est-ce que vous consultez l'autre? Est-ce que c'est un lieu de dialogue, pas matrimonial parce que vous n'êtes pas mari et femme, mais un lieu de dialogue de couple? Hein? Ou est-ce que vous subissez les choix de l'autre? Oui, donc je pense que, sachant qu'on a toujours une marge, hein, on n'est pas déterminé comme ça par son travail, on a toujours une marge. Donc du coup, cet accueil de la limite, etc., ce rapport au temps, hein, est important. Donc il y a des raisons psychologiques qui font que parfois je n'accepte pas parce que j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours, voilà. Et puis il y a des raisons qui sont dues, donc raisons technologiques, raisons psychologiques, puis il y a des raisons qui sont dues au travail lui-même. Hein. Il y a des travails vocation. Bah, typiquement médecins, tous militaires, gendarmes, police, tout ce qui est le maintien de l'ordre, tout ce qui est, bon, je sais pas, éducation évidemment, tout ce qui est de, il y a des, où il peut y avoir ce qu'on appelle des dérives sacerdotales. Dérive sacerdotale, c'est un peu, on se met en position de sauveur. On est en position haute, en position de sauveur, on est valorisé par la société dans ce travail-là. Hein, on se sent indispensable. Ou alors aussi le travail de celui qui est son propre patron, hein, qui a monté une entreprise. Souvent, les orientations, ça c'est important, les orientations professionnelles que vous avez prises depuis que vous vous connaissez, comment ça a été un lieu de dialogue de couple? Comment c'est venu dans votre couple? Comment est-ce que j'étais avec un couple là, bon, il dit peut-être je pense changer de travail, etc. Je dis mais du coup,
Quid du dialogue vous posez les questions comment? Oui, est-ce que, pourquoi pas, changer de travail, on n'est pas marié avec son travail, mais est-ce que c'est un lieu, du coup, où vous vous mettez des critères? Quels critères vous mettez? Est-ce que le fait que l'autre aussi veuille travailler, et si vous vous éloignez, etc., ben, quid d'une relation à distance? Est-ce que l'autre sera obligé de bouger? Est-ce que, bon, etc., etc. Donc, je pense que tout ça, c'est important, ça, de, rien est extérieur à une vie de couple. C'est-à-dire tout comme une vie professionnelle, comme on parle, je ne parle pas d'argent, mais dans le petit questionnaire que je vais vous donner, il y a cette dimension de l'argent, etc. Tout, d'une certaine manière, impacte la vie de couple. Tout impacte la vie de couple. Ne dites pas, ben non, ça n'a rien à voir, c'est mon travail. Non, mais tout impacte la vie de couple. Et des personnes, justement, qui donnent trop au travail, qui ne savent pas mettre de limites, parce que des perfectionnistes, parce que des gens anxieux, il y a une sorte d'anxiété, etc. Parce que on peut pas, parce que parfois il y a des jobs où il y a une forme de charge mentale. Quand tu es ton propre patron, bah, il y a une charge mentale. Voilà, je reconnais, j'ai rencontré un couple bon, bah, qui a déjà 25 ans de vie matrimoniale, mais lui me dit, moi, ça, c'est quelque chose qui me pèse. J'ai une entreprise avec le Covid, etc. J'ai 10 salariés, c'est une petite TPE, etc. Mais j'ai 10 familles qui vivent de... Voilà, il faut que je trouve de quoi nourrir 10 familles. Et voilà, chaque jour, et la mienne en plus. Donc, voilà, donc le fait de cette charge mentale, je pense que cette question-là, elle n'échappe pas à la vie de couple. Elle n'échappe pas à la vie de couple, elle est à l'intérieur de la vie. Et du coup, ça demande aussi de pouvoir vous-même dialoguer et communiquer, dire quels sont les critères que nous voulons mettre en termes d'intensité de travail, d'intérêt de travail, mais aussi savoir avec la rémunération quel style et quel niveau de vie nous voulons avoir. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent dans un peu comme le hamster dans la roue, dans des logiques d'emprunt qui fait qu'ils sont tout le temps obligés d'avoir un job, oui, certes rémunérateur, mais qui est extrêmement chronophage et qui ensuite se retourne contre eux. Cette logique-là peut se retourner contre vous. Donc, soyez attentifs que les choix que vous faites en termes économiques comme en termes professionnels impactent votre vie de couple. Ça ne peut pas être autrement. Hein, il y a un impact très fort. Hein, donc, quelles sont donc, on a vu les raisons éventuellement d'un certain déséquilibre, et quels sont un peu les symptômes de ce déséquilibre? Qu'est-ce qui fait à quoi on voit qu'il y a quelque chose de pas équilibré entre la vie de pro et la vie perso, et la vie perso, c'est une vie de couple. Premièrement, on peut dire qu'il y a un manque de vie intérieure. Il y a un manque de repos. Je ne laisse pas la place au repos et au repos à deux. Il y a un manque de pause à deux. De refaire vos forces à deux, comme vous pouvez le faire à l'occasion d'une retraite, mais ce n'est pas le seul lieu où vous pouvez faire ça. Un week-end à deux, etc. Bon, il y a plusieurs manières d'envisager donc un manque de repos. Derrière ça, derrière ce manque de repos, c'est avoir peur que le monde continue sans moi. J'ai peur, au fond, de ne plus être indispensable. J'ai peur, au fond, parce qu'aujourd'hui, on existe par son travail. Et ce qui fait que celui qui ou celle qui, par choix ou de façon subie, ne travaille pas, eh bien, pratiquement n'existe pas. Très rapidement, quand vous vous êtes rencontrés, la question du travail fait partie de vos échanges là, pendant la retraite, là, quand vous vous êtes rencontrés. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui fait que il y a une forme d'addiction. Une forme d'addiction qui fait que et à quoi on voit qu'on a une addiction, c'est que je n'ai pas de temps de repos. Et quand je tends de repos, c'est pas de repos de dormir, bon, ça certainement c'est un temps de repos, mais je n'ai pas le temps de refaire mes forces.
qu'est-ce qui me repose réellement? Qu'est-ce qui nous repose comme couple? Qu'est-ce qui, où est-ce qu'on refait nos forces? Est-ce qu'on prend le temps de refaire nos forces? Est-ce que c'est faire un sport ensemble? Est-ce que c'est lire ensemble? Est-ce que c'est prier? Je ne sais pas, ça peut être mille choses. Mais le fait d'être dans une l'hyperactivité, à un moment donné, se retourne contre le couple. Parce que l'autre a l'impression de passer en second. L'autre a l'impression, à un moment donné, d'être la variable d'ajustement de l'emploi du temps de son conjoint. Vous voyez, et ça c'est compliqué. Si à un moment donné, il y a ce sentiment-là de dire en fait je passe après, c'est chaud. Parce qu'on peut penser, parce que du coup voilà, il peut y avoir des coups de bourre, etc., des coups de collier à donner. Bon, dans toute profession, il y a, et certaines sont plus saisonnières que d'autres comme profession, etc. Bon, on peut comprendre. C'est sûr que si, quoi, dans l'agriculture, bah, dès que c'est les moissons, c'est plus compliqué de partir en vacances, quoi. Ça, on peut le comprendre. Mais si toute l'année, et malgré les propositions les demandes, etc., du conjoint, il n'y a aucune date possible pour partir à deux et refaire ses forces, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, là c'est compliqué. Là c'est un déséquilibre. Et du déséquilibre va naître de la rancœur, et de la rancœur peut naître aussi une forme de désamour, d'éloignement du cœur. Donc c'est important que vous puissiez vous-même euh, être attentif à ça et ne pas être un peu comme voilà voilà, et les burn-out, par exemple, ça c'est assez intéressant. À quoi c'est dû les burn-out? Les burn-out, c'est des maladies du don. C'est-à-dire, c'est une manière de se donner, mais il n'y a pas de retour. Vous savez, dans ce don, le don est. Peut-être vous connaissez le père Pascalide, qui est de la communauté de l'Emmanuel, et j'aime bien ses ouvrages, etc., sa réflexion, parce que justement, il parle du burn-out comme maladie du don, c'est-à-dire parce que le don est un moteur à trois temps. Le don à moi, c'est-à-dire je reçois quelque chose, le don pour moi, c'est-à-dire que je l'assimile, et le don de moi, et je le donne. Donc c'est un peu comme on pourrait dire une fontaine comme ça, ou une cascade. Je reçois, il y a une sorte de vasque où j'assimile ce que je reçois, et de ce débordement de faire sien ce que j'ai reçu, je donne aux autres. Mais souvent, c'est pas comme ça. La plupart du temps, c'est je reçois, je crois, du temps, je reçois une formation, et tout de suite je donne. Et je n'ai jamais ce temps d'assimilation. Je prends. Qu'est-ce que j'ai vécu de relecture, là, ce matin, vous avez eu un temps en silence seul, de relecture, me dire à moi-même qu'est-ce que j'ai vécu, nous dire à nous-mêmes, l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on a vécu comme couple. Et ça, il faut que ce soit ritualisé. Ça, c'est quelque chose qui me paraît une évidence. Parce que si c'est pas ritualisé, c'est pas le couple qui aura la priorité. Ce sera le travail ce sera le boss qui aura la priorité, ce sera le ceci. Il y aura toujours une raison d'eux. Voilà. Donc c'est une mauvaise. Au fond, les burn-out, par exemple, ça vient d'une mauvaise manière de se donner, d'une mauvaise manière de- 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 d'envisager la vie professionnelle, d'un épuisement professionnel. Parce qu'on n'a pas, et du coup d'un épuisement du couple. Parce qu'on n'a pas pensé à ce temps d'appropriation, à ce temps pour soi, pour nous. Il peut y avoir aussi une forme qu'un symptôme d'un déséquilibre, d'un certain épuisement émotionnel, absence de joie, absence d'entrain, hein, une absence d'énergie, qui fait que parce qu'on a trop d'énergie donnée au travail, l'énergie donnée au couple n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est
qui est important de pouvoir le signaler. Donc, euh, et quand vous sentez que l'autre ne met plus beaucoup d'énergie, ou il n'y a qu'un seul qui met de l'énergie pour le couple, pour pouvoir, etc., bah dites-vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Hein, parce que l'énergie, elle est mise ailleurs. Hein. Donc, plus d'élan vers un idéal. Un des symptômes, c'est l'incapacité d'accomplir les gestes simples de la vie quotidienne. Voilà. On sent que on n'a plus cet enthousiasme qu'on avait pu avoir à d'autres moments de la vie. Euh, et puis, il peut y avoir aussi des symptômes, mais aussi ce qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire du corps. Le corps réagit face à une manière d'envisager le travail qui fait qu'il y a un excès, qui fait que, bon, en termes de sommeil, par exemple, tout simplement, vous n'avez pas votre compte. En termes de repos, voilà, de stress, vous êtes employé, surstressé, etc. Voilà, je pense que c'est important d'être attentif à ces signes du corps. Et il y a parfois une sorte d'entêtement. Non, mais un peu d'orgueil, hein, plus souvent masculin que féminin, mais oui, j'y arriverai, etc. Voilà, je dépasserai. Non, faut juste cravacher. Voilà, oui, et puis à un moment donné, le corps, il répond plus. Le corps répond plus, et quand le corps répond plus, il faut se dire qu'en amont, il y a eu des choix qui ont été faits, qui en fait ont été les mauvais choix. Vous n'avez pas priorisé la communion par rapport à la vie professionnelle. Hein. Et puis, d'autres points qui peuvent être aussi intéressants, c'est être attentif aux signaux faibles hein, qui viennent de la part de vos amis, de vos familles, de votre couple. Hein, des signaux faibles qui te disent bah, on te trouve fatigué, on te trouve irritable, on te trouve. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cette question-là qui fait que, en termes de vie, tu es trop. La question du travail te tracasse trop, prend trop de place. Trop de place émotivement, trop de place intellectuellement dans ta vie, etc. Et du coup, du coup, vous avez des remarques, mais de personnes qui vous aiment. Hein, c'est pas des gens qui vous veulent du mal, mais vous avez des remarques comme ça de personnes qui sont dans une attitude voilà, inquiet pour vous, inquiet pour votre équilibre, inquiet pour votre équilibre psychologique ou inquiet pour votre équilibre physique et qui vous le disent parce qu'ils vous aiment. Et le premier à vous le dire, évidemment, c'est votre conjoint. Et de dire, voilà, est-ce que. Et parfois, on a une forme d'aveuglement. D'aveuglement, c'est-à-dire d'orgueil. Vous voyez le problème avec l'orgueil, c'est que de toute puissance, c'est pareil, c'est le même mot. C'est que avec l'orgueil, on n'arrive pas à se. Il y a une sorte de point aveugle en nous. Il y a comme un, un point mort comme ça, voilà, c'est dans un rétroviseur, etc. Il y a un angle mort. C'est-à-dire qu'on se voit. C'est difficile de détecter l'orgueil parce qu'on ne s'en rend pas compte. Si, je ne sais pas quoi, tu es addict à l'alcool ou à la drogue, etc., on peut se mentir, mais c'est quand même plus difficile de planquer. On peut plus facilement s'en rendre compte. En revanche, l'orgueil, c'est difficile de s'en rendre compte. On pense qu'on pourra toujours y arriver. On pense qu'on pourra toujours mettre des sources, etc. Et on voit des personnes et des couples qui se fracassent justement parce qu'ils n'arrivent pas. Hein, il y a un manque d'humilité qui fait que je dis, ben oui, peut-être il faut que j'envisage, à l'aune de mon mariage, à l'aune de ma vie de couple, peut-être une réorientation professionnelle. Hein, quelque chose qui permette, où est-ce que je mets le curseur, où est-ce qui est le plus important. Et dans l'agenda, où est-ce qui est le plus important. Parce que c'est ça, c'est l'agenda. Moi, je suis de ma religion et c'est la religion de l'agenda. Hein, parce que justement, c'est là où on voit, dans vos agendas, on voit qu'est-ce qui est important, que ce soit en termes de vie spirituelle, que ce soit en termes de vie professionnelle ou de vie de couple. Hein, et puis, il y a des symptômes, je vais dire, spirituels aussi, d'un certain déséquilibre dans votre vie de
professionnelle qui fait que le rapport avec Dieu s'éloigne. La présence de Dieu, la dimension de vie de prière prend prend le pas, le besoin d'efficacité, d'hyperactivité, prend le pas justement sur une dimension plus contemplative de nos vies. Et donc se poser la question, quand cette vie spirituelle s'éloigne, et cette vie spirituelle à deux, ben, du coup, ben, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à corriger, à mettre voilà, dans une attitude en réflexion, quoi. Quelles sont les solutions que vous pouvez, un début de solution pour pouvoir réagir par rapport à ce déséquilibre, par rapport à votre vie professionnelle? Premièrement, je pense que toutes les solutions s'enracinent dans l'humilité. Savoir réagir à temps. Savoir réagir à temps quand on voit son partenaire qui, de manière répétée, lance des perches, voire des signaux d'alarme, et dit non, ça ne me convient plus, comme ça fonctionne, ben, d'avoir l'humilité de réagir. Hein, réagir à temps pour ne pas arriver à cette fausse piste qui est de laisser le travail gérer ma vie personnelle, ma vie de couple. Et puis, comment un peu des solutions qui peuvent arriver, c'est, je pense, là où vous allez pouvoir vraiment dire vous y êtes arrivé, c'est quand vous aurez des moments de pause, quand vous aurez des moments de repos. Là, vous pourrez dire oui, là, je suis arrivé à un certain équilibre. Je peux dire non. Et en disant non, je dis je. Dire non, c'est dire je, et dire je, c'est dire non. Et donc, du coup, la solution, c'est de redonner, s'octroyer des pauses, hein, que ce soit donner les priorités. Vous connaissez un peu cet exemple avec les gros cailloux, etc. Ça vous dit un peu quelque chose, les gros cailloux, les petits cailloux, etc. Vous voyez tout le monde un peu ce que c'est, ce truc-là, des gros cailloux, hein? Dans le pot, les gros cailloux dans le pot. Hein, du coup, on disait, voilà, il y avait un prof qui s'est dit, voilà, il faut que tout rentre, etc. Et puis, les gros cailloux dans le pot, voilà, il met des gros cailloux, du gravier, du sable, de l'eau. Et du coup, si je mets le sable, le gravier, l'eau, etc., bah forcément, les gros cailloux ne rentreront pas. Et les gros cailloux, si je les mets d'abord en premier, puis le gravier, puis le sable, puis l'eau, tout rentre. C'est-à-dire, si je mets les choses qui, pour moi, dans une année, et justement c'est important de penser votre année, de penser votre mois, ne subissez pas les choses. Si je pense, si je mets, quels sont les points importants? Par exemple, je vous donne un exemple. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable de ne pas avoir une retraite par an. Pour moi, une retraite par an d'un week-end, excusez-moi, c'est un week-end. Ne pas avoir ça, pour moi déjà, il y a un signal qui s'allume. C'est-à-dire que vous n'avez pas dégagé le temps pour un week-end, pour vous, vous deux, votre vie spirituelle à deux. De même, une soirée rien qu'à deux, et d'autant plus si vous avez des enfants, etc., si vous n'arrivez pas à dégager dans un mois une soirée rien qu'à deux, il y a déjà un énorme signal qui s'allume. Sans que l'autre soit avec son téléphone à répondre à machin, etc. etc. Hein, ça, je pense que c'est... et donc, du coup, arrivera... voilà, ça, je pense que c'est quelque chose, c'est arriver à trouver des temps de repos. Ensuite, la solution, c'est d'avoir une vision organique de sa vie. C'est-à-dire que tout est lié. La manière de gérer son travail, de prioriser les tâches, voilà, on voit que tout est lié à l'intérieur de nos vies. Et ce que je fais dans une partie de ma vie retentit dans l'autre. Ce que je fais dans ma vie perso retentit dans ma vie pro, etc. Et l'inverse est vrai. Hein, donc avoir une vision organique. Hein. Ce qui est une des solutions, parce que beaucoup de ces questions-là
de trop grande place donnée au travail euh, viennent d'une culpabilité. C'est-à-dire que je n'ose pas dire non. J'ai peur d'être mal vu. Donc, une des solutions sera du côté de sa culpabilité. De faire un travail sur sa culpabilité, de faire un travail sur l'acceptation de l'imperfection, de faire un travail, au fond, dans ma vie spirituelle, sur le manque, sur la limite. Tout ça, c'est pratiquement synonyme. Où est-ce que j'en suis de ces dimensions-là, d'accueil du manque et de la limite, du contretemps, hein, et donc de faire un travail là-dessous. Et puis, une certaine distance, évidemment, là où on voit qu'il y a une solution qui a été trouvée, quand il y a eu une certaine distance, vous n'êtes plus vous ne vous identifiez plus à votre travail. Votre travail n'est plus vous. Il y a votre travail, et puis il y a vous, puis il y a votre couple. Et du coup, le fait de ne plus s'identifier, d'avoir pris une distance, c'est comme dans la vie de couple, la dimension fusionnelle, que ce soit en couple, que ce soit par rapport à la vie professionnelle, la dimension fusionnelle est toujours mauvaise. Du coup, de savoir prendre une distance, et du coup, permet aussi que chacun puisse respirer, et de ne pas s'identifier à sa charge. À sa charge de travail, à son poste, etc., etc. Et puis, dernière solution, démissionner. Si vraiment tout ce que je viens de dire, ben, ça ne peut pas se faire, et que vous voyez que c'est impossible de faire coopérer ce travail-ci avec une vie de couple et une vie de famille, ben voilà, démissionner. Je pense que parce que ça peut aussi tenir au management. Hein. Le management n'est plus un management sur les objectifs qu'un management bienveillant qui base sur les talents, par exemple. Hein, il y a des différentes modes de management. Mais si vous tombez, vous changez de management et vous passez d'un management bienveillant qui s'appuie sur les talents à un management uniquement culpabilisant sur les objectifs, mais vous pouvez y perdre votre santé. C'est évident. Et donc, si vous voyez que c'est le cas, démissionnez. Hein, d'avoir l'audace de dire non, ce n'est plus pour moi. C'est pas quelque chose. C'est devenu toxique. C'est devenu un travail toxique. Et si votre travail est toxique, si le management devient toxique, justement vous ne laissez le management qui ne reconnaît pas que vous avez aussi une autre vie, le bon boss, c'est celui qui dit à 6 heures du soir, il faut que tu partes. Parce que le travail que tu as à faire, il doit être fait normalement jusqu'à 6 heures, tu as le temps. Mais si toi tu pars à 19 heures et on te dit bon après-midi, dis-toi que là tu es en face de quelqu'un qui est potentiellement toxique. Hein, le présentialisme, c'est très à la française ça. Il faut absolument aligner des heures et avec le Covid, ce qui était marrant, parce que ça a complètement changé la donne, avec le Covid et le passage en télétravail, il a fallu que le management fasse confiance. Il n'y avait pas tellement d'autre choix. Mais bon, ben, pourvu que ça dure, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que dont je voulais vous parler, et peut-être que vous puissiez avoir aussi un peu, voilà, un peu des échos de votre part, ou des questions à la suite de cet enseignement, ou apports, ou voilà, des choses que vous avez pu vivre en couple. Un travail vocation, c'est ça? Un travail vocation, comme par exemple médecin, par exemple, ou ça demande, la vocation, votre vocation, c'est d'abord une vocation matrimoniale et familiale. Et de là s'oriente tout. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des jobs vocation, mais que je vais ajuster. Je vais prendre un autre exemple complètement différent. Et voilà, et je vous pose la question, est-ce qu'on peut avoir un job vocation et en même temps répondre à une vocation matrimoniale, etc. Dans notre vie religieuse, on a un engagement à un certain nombre d'horaires. Du coup, j'ai oublié je ne sais pas quelle heure il dit,
17h10, d'accord, ok, ça va. J'ai le temps, parce que j'oublie ma montre. Donc on a un certain nombre d'horaires à respecter, etc. Mais en même temps, on peut être tout à fait sollicité pour d'autres choses. Et quel est le travail plus vocation que prêtre, je veux dire je veux dire, c'est un peu le maximum, quoi. Et aussi la question du burn-out chez certains prêtres, etc., qui ne prennent plus le temps de la prière. Et il faut faire très attentif. Le fait d'être en communauté, je trouve que ça nous garde, personnellement, moi, ça me garde de dérives comme ça. Et de dire, écoutez, non, là maintenant, j'ai mon temps de vie communautaire, j'ai l'office. Et pourtant, j'aime beaucoup accompagner les couples et je donne des enseignements, etc., etc., prêcher, oublier Terbi, j'adore ça. Et ça fait du bien, et c'est un vrai, et ça fait, et il y a de moins en moins de prêtres, etc. Donc pour vous donner un exemple, c'est que il y a l'axe, votre vocation, elle est d'abord, le gros caillou, c'est d'abord la vocation matrimoniale. Parce que si ça explose, qu'est-ce qui restera de votre vie? Il vous restera un bon poste, un bon salaire. Et on voit des gens qui se perdent dans leur travail et d'autres qui arrivent à bien équilibrer. Il y a aussi des personnes qui réussissent à bien. Mais justement, il faut voir un peu ces personnes qui arrivent à bien équilibrer. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Des personnes qui sont inspirantes, qui ont particulièrement, je trouve, pour les femmes où c'est parfois plus compliqué à ménager la question d'un travail intéressant avec la vie de famille, etc. Parce que la charge mentale de la vie de famille pèse culturelle, etc. peut-être, mais c'est surtout sur les femmes. Et du coup, de se dire comment est-ce que je fais pour... mais en même temps, si mon couple doit trinquer et que je m'épuise et que je ne vois pas grandir mes enfants, etc., etc., tu arriveras à 60 ans, le travail il sera fini. Oui. Oui, bah, est-ce que le nous est bien sûr, c'est le nous de l'accomplissement du moi. C'est-à-dire que où est-ce que vous êtes de ce passage du je au nous? Ce qui est complexe dans la vie matrimoniale, c'est que à la fois il faut dire nous sans dissoudre le je. C'est-à-dire que à la fois il y a une sorte d'épanouissement personnel qui est tout à fait légitime, mais et en même temps d'accomplissement de couple. Mais dites-vous que si vous arrivez à ce que l'idéal, en tout cas, c'est que l'accomplissement du couple soit votre accomplissement personnel. C'est ça que vous disiez un peu. Ah oui, alors c'est autre chose. Ah oui, là, je pars avec mes potes en vacances une semaine. Justement, du moment où vous partez avec votre épouse une semaine seule à seule, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est. Mais ce passage du jeu au nous, voilà, c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui va construire le couple ou est-ce que c'est quelque chose qui va le distendre, le détruire? C'est ça, je pense que posez-vous la question dans ces termes-là, mais et à quoi vous donnez la priorité? C'est quoi vos gros cailloux? C'est pas très. À comprendre, c'est facile, à pratiquer, c'est difficile. Et il y a beaucoup qui échouent en ne mettant pas les priorités là où elles doivent être. D'autres questions ou apports ou Alors, je vais vous proposer un petit temps en couple, etc., avec aussi des questions. Vous pouvez les faire passer. On a un temps un petit peu plus long. Où on va parler, où ça aborde deux questions. Ça aborde la question de la vie professionnelle et la question de l'argent. Sachant que les deux, évidemment, sont liés. Hein, et la place de l'argent et le niveau de vie que vous voulez avoir, etc., etc. Donc vous avez un bon moment devant vous, vous avez pratiquement une heure, un peu plus d'une heure même, une heure et quart pour pouvoir travailler là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour travailler, etc.